Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour votre émission quotidienne Le Grand Forum de 17h à 18h30 jusqu'à 18h30. Donc ravi de vous retrouver avec aujourd'hui pour m'accompagner en ce jeudi. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai, veille d'un week-end de 3 jours. On va parler avec une belle équipe aujourd'hui pour m'accompagner. D'abord Céline Bory, on commence par les dames quand même. Comment ça va ma Céline ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Est-ce que tu as suivi scrupuleusement les annonces du gouvernement depuis 16 heures ? Alors, scrupuleusement, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de suivre au maximum les annonces. Bon, il n'y a pas de mystère, on savait que notre région, l'Île-de-France, resterait en rouge. Après, on voit quelles sont les dispositions pour les différents départements qui sont en vert. J'ai trouvé les annonces plutôt pas mal pour le coup. Moi qui ai la réputation d'être un petit peu une gueularde dans l'équipe, j'ai trouvé que pour le coup, là, les annonces, en tout cas celles que j'ai entendues, étaient plutôt pas mal exposées. Monsieur le maire, le nouveau maire de Vitaneuse, toujours pas pris ses fonctions. Dionor, excellent. Comment ça va, Dionor ? Oui, ça va. Merci, Christophe, pour cette invitation. Merci. Alors, est-ce que tu as suivi toi aussi les annonces du gouvernement qui t'intéressent tout particulièrement ? Oui, en fait, je n'ai pas bien entendu ta question. Je te dis, est-ce que tu as eu à suivre les annonces du gouvernement attendues depuis 16 heures ? Est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est dit ? Oui, j'ai suivi. Bon, j'ai dû m'arrêter. Moi, j'étais un petit peu différé parce que je n'ai pas la télé, donc je regarde ça un petit peu sur le net. Et oui, écoutez, on n'a pas eu trop de surprises dans les annonces. Bon, déjà, la démarche, la méthode, il faut dire qu'elle était pas mal parce qu'il n'y a pas que le Premier ministre qui a parlé. Il a donné la parole à l'ensemble des ministres concernés par tous les sujets. Ça, c'était bien parce qu'on s'attendait un petit peu à la messe d'Édouard Philippe où il allait nous parler pendant 1 heure. Moi, je me suis arrêté après la prise de parole du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, parce qu'il fallait se connecter à l'émission. Mais sinon, dans les annonces, pas trop surpris non plus sur les départements. En tout cas, ils ont procédé par département, ce qui restait en vert, ce qui restait en rouge et les oranges qui passaient en rouge ou en vert. Je trouve ça assez pédagogique sur la forme. Je trouvais que ça assez... les explications étaient claires, qu'on soit d'accord ou pas sur le plan de déconfinement, mais la méthode, en tout cas la manière dont ça a été expliqué, présenté, c'était assez clair et chaque ministre a pu intervenir sur le sujet de prédilection. Après nous, là on avait des attentes, c'était surtout sur les départements qui allaient passer en vert. Bon, nous pour la Seine-Saint-Denis, en tout cas, on n'avait pas trop de doutes parce que compte tenu des indicateurs, notamment le taux de lits disponibles de réanimation, aussi le niveau de circulation du virus, on savait qu'on était déjà dans le rouge et qu'on allait y rester parce qu'on a regardé les différents chiffres ces derniers jours. Et puis sur la question de l'école aussi, ça reste encore flou. Nous, en tout cas, il faudrait qu'on m'explique un jour pourquoi, comment on va envoyer des gamins de grande section CP, CM2 en premier à l'école, nous faire croire qu'eux vont respecter les gestes barrières plus que les grands au collège et au lycée. Je ne comprends pas. Franchement, je n'ai rien compris. Personne n'a réussi à me convaincre. Ossine Ras est avec nous. Comment ça va, mon Ossine ? Oui. Il est où, Ossine ? Ossine ? Oula, il y a un retour de ouf, là. Ça va très bien, et vous ? Moi, j'entends pas très bien, je vous le dis. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait très longtemps là qu'on s'est pas vu. Bah ouais, alors dis-moi, t'es où, là ? Qu'est-ce que tu fais dans ta voiture ? J'en profite. Qu'est-ce que tu fais dans ta voiture ? T'as pas le droit, normalement. Et j'espère que tout le monde va vous retrouver. Je vous dis, j'entends rien du tout. Je suis obligé de passer par la radio pour... Ah oui, en effet, oui. Ça va être... Écoute, ça a commencé vers chez nous à Sarcelles. Ah bon, le déconfinement a commencé à Sarcelles, ça y est ? Ah, ça bug, Ouais. Ossine, est-ce que tu peux choper un peu de Wi-Fi ? Il y a un petit peu de Wi-Fi à Sarcelles ou quoi ? Bon.
Yasser Louati, toujours pas arrivé. Yasser Louati, il est là. Comment ça, mon Yasser? Yasser? Pas de réseau non plus. A priori, ça bug un peu sur Yasser. Yasser Louati, aussi pareil. On nous a mis la Wi-Fi en panne. Ah, vous savez qu'il y a une panne d'internet là dans le 94, je crois. Hein. Oui, à Ivry, il y a eu un acte de malveillance et ils ont coupé des câbles, donc ils sont restés. Voilà. Est-ce qu'ils ont parlé des élections, mon Philippe Boyaki? Pas encore. Non, enfin, j'ai dû quitter parce que je sais pas si tu es au courant, je m'occupe de la régie technique de ton émission. Donc j'ai été obligé de. Je les ai laissés dans le bonheur. Au moment où j'ai coupé, je n'avais pas encore entendu parler des élections, en tout cas. D'accord. Bon, bah, rien de prévu donc. Très bien. Yasser Louati nous entend ou pas? Yasser, il revient tout de suite. Je vous entends. Ça y est. Ah, ça y est. Salut mon Yasser. Salut Christophe, comment vas-tu? Bah écoute, tu vas bien? T'as écouté attentivement les annonces du gouvernement? Ouais, bon, c'est sans grande surprise. Il tente de rassurer et puis. Et puis? Et ça a bugué. Et puis voilà. Ça bug pas mal en termes de connexion. Ça bug du côté de chez Yasser. Yasser, il faut que tu fasses une réclamation là. T'as un problème de Wi-Fi, mon grand. Oui. Voilà, c'est mieux. Voilà, bouge plus. Donc, Bah, écoute, tu retournes au boulot, toi, Yasser, lundi? Que je n'ai pas à prendre de risques et que j'ai fait valoir mon droit de retrait, je l'ai eu. Ah oui. Ah, d'accord, très bien, très bien. Bon. Parfait. Alors, mon cher Dionor, pas de nouvelles informations concernant les élections. Bah, quoi que toi, tu t'en fous à la limite, toi, parce que toi, tu as été élu maire. C'est surtout pour notre ami Philippe Boyaki que ça intéresse, et pour Sabrina Sebaï aussi, notamment. Je sais pas si Ossine est toujours là, dans une situation un peu chaotique au niveau réception ou quoi, Ossine? Oui, visiblement, oui. J'ai rien entendu. Aussi, ouais. C'est à Sarcelles, là. Il y a On est à quoi, tu Sarcelles, m'as dit les amis. Je te demandais si tu nous entendais bien ou pas. J'ai rien entendu. Non, mais Philippe, il faut lui dire de couper le retour, ça va pas être possible. Oui. Ah, ça. Ouais. Non, on peut pas, là, comme ça. C'est retour comme ça, c'est chaud. Il faut que tu t'approches d'une Wi-Fi ou un truc, Ossine, parce que là, ça va être ingérable comme ça. Ingérable, mon ami. Bon. Merci. On va commencer par une grosse colère. Ça ressemblerait plutôt à du Soline Bory, tu savez, quand elle est un peu énervée, à quelques heures de Ftol. D'un petit artisan qui était en colère après qui? Bah, après le gouvernement. Regardez, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Il m'a fait rire. Mais il est énervé quand même. On regarde. Début du confinement, monsieur Darmanin. Les 15 premiers jours de mars, on bouffe la moitié de notre trésorerie. OK? Deuxième quinzaine, début avril, on bouffe le reste de la trésorerie. Depuis mi-avril, on est sur le découvert. Là, on arrive à la fin du découvert, monsieur Darmanin. À la fin du découvert. Vous savez ce que c'est, la fin du découvert? Ça veut dire qu'on n'a plus d'oseille, on n'a plus rien pour travailler. Tu comprends ça? Alors, je t'explique ce qu'il faut faire, moi. Je t'explique. Tes charges que tu veux nous annuler sur les 3 mois, là, mars, avril, mai, ça suffit pas, mon gars. Ça suffit pas, ça. Quand on va reprendre, nous, on est spécialisé dans l'événementiel. Tu sais ce que c'est, spécialisé dans l'événementiel? C'est que tous nos mariages, ils sont annulés ou reportés. Juin, juillet, août, septembre, on n'a plus rien à faire. Nos carnets étaient pleins, on refusait du monde, monsieur Darmanin. On refusait du monde parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on travaille 15 heures par jour. Je travaille depuis que j'ai 15 piges, moi, 15 heures par jour. Tu sais ce que c'est, travailler 15 piges depuis que tu as 15 ans? Non, à 15 ans, toi, tu travaillais pas. Moi, je travaillais. Moi, j'étais en train de prendre un savoir-faire pour le transmettre aux gens, pour leur apporter du bonheur, pour leur apporter quelque chose de bien, tu vois. Toi, tu sais pas ce que c'est, ça. Tu sais pas ce que c'est. Alors, quoi des charges, en fait? Il faut que tu les annules pendant au minimum 6 mois pour qu'on arrive à tenir. Parce que moi, le travail, il va pas revenir comme ça par enchantement, mon petit lapin. Il va pas revenir par enchantement. Il va revenir graduellement. Et les 3 mois où je faisais 70% de mon chiffre, ils sont cramés. Alors, tu m'expliques comment on fait, mon monsieur Darmanin? Tu vas m'expliquer comment on fait? Alors, tu sais quoi? Réfléchis bien. Je te promets, réfléchis bien. Réfléchis bien parce que avec tes conneries, tu vas foutre la France à feu et à sang. C'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. Alors là, tu parles, tu vois. Tu sais que tu parles un putain d'entrepreneur, un putain d'artisan qui en a plein le cul de tes conneries, de tes annonces de merde. Alors maintenant, soit tu prends les bonnes décisions, soit tu vas forcer la France à t'expliquer comment faut faire et à venir t'aider à le faire.
D'accord? Alors réfléchis bien, tu as eu mon message, c'est quand tu veux tu m'appelles, c'est quand tu veux tu me contactes. On fait partie, nous, on a créé un petit collectif, tu vois, les entreprises d'Auvergne en péril. On a autre chose à foutre que de faire ça. Mais on essaie d'aider tout le monde pour que tout le monde s'en sorte. Mais ça, t'as pas compris. Et tes petites mesurettes que tout le monde partage là, super, tu vas sauver rien du tout tu vas sauver. Alors, prenez les bonnes décisions les gars, prenez les bonnes décisions parce que ça va mal se finir. Nous, on est pacifistes, mais il y a un moment où il y a un point de rupture. Et là, vous êtes à 1 minute du point de rupture. Changez vite de voie, changez vite de voie, trouvez les bonnes solutions. Je ne laisserai pas crever mon entreprise sans rien faire, je vous le dis. Voilà, alors là, on est vraiment dans l'exemple typique de Céline Bory au masculin. Voilà. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette comparaison, si je peux me permettre. Non, mais très énervé, le monsieur. Non, mais peut-être un peu caricatural, mais dans le fond, finalement, ces artisans, ils sont vraiment dans une pagaille incroyable parce que eux, si nous, on est un peu plus éclairés sur ce qui va nous arriver à partir de lundi 11 mai, eux, ils n'ont pas toujours pas de visibilité, que ce soit les patrons de restaurants, les patrons de salles, ceux qui sont prestataires pour les mariages, les gens qui travaillent pour la culture. C'est une véritable catastrophe, Yasser. De toute façon, c'est vrai que l'économie va aller en pâtir quoi qu'il arrive, mais ce que le fait le Covid aujourd'hui, c'est qu'il y a... Ouais, bah oui. Non mais Dionor, on peut se mettre à la place de ces gens-là aussi, qui vivent dans une situation dramatique. Hein. Oui, de toute façon, tout ce qui n'allait pas avant la crise du Covid va être exacerbé avec la crise. Et surtout que la gestion du gouvernement étant ce qu'elle est, et qu'il n'y ait jamais eu de plan pour être proactive et éviter les décisions prises à la dernière minute, les 6 mois qu'on a perdus depuis, on va dire les 4-5 mois qu'on a perdus entre la mise en garde de l'ambassadeur de France en Chine, envoyé à Macron et Le Drian, et ensuite le plan de confinement, ces mois-là qu'on a perdus, justement, c'est des mois qui vont être payés par le contribuable, mais aussi par les petites entreprises. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les restaurateurs, les petits patrons, les petites boîtes d'intérim, elles vont en pâtir et tout le monde va payer le prix de l'incompétence du gouvernement. Mais là, il ne faut pas tomber dans le piège, c'est de faire culpabiliser les travailleurs en leur disant il faut que vous repartiez au travail pour sauver ces entreprises. L'exemple le plus flagrant, c'est quand Donald Trump il est interrogé sur le choix entre le relancement de l'économie ou des vies humaines, et il dit de manière la plus cynique, mais il exprime parfaitement ce que les politiques et le MEDEF disent aujourd'hui en France, c'est oui, il y aura beaucoup de morts, mais il faut que l'économie redémarre. Donc on ne peut pas avoir une économie où c'est soit la vie des gens, ou soit le cash flow, enfin la trésorerie, ou bien les marges des entrepreneurs. Il va bien falloir reconstruire une économie qui aujourd'hui ne tourne pas. Quant aux plans de sauvetage qui ont été annoncés par la BCE et Macron, jusqu'à la preuve du contraire, ils n'ont pas vraiment bénéficié aux PME. Ouais. Il y a Dionor sur ces entrepreneurs qui sont très inquiets, ils ont raison pour leur avenir. Dionor. Dionor. Il est pas de connexion, Dionor. Non, il peut pas t'entendre, il n'est pas là. Ah, bon. Alors, c'est il y a quand même un truc qui est important, c'est que même si c'est un peu caricatural la manière dont il le présente, il explique que ces entrepreneurs demandent non pas un report des charges, mais une annulation des charges. Parce que reporter des charges alors que ça qui vont faire aucun chiffre, ça n'a aucun intérêt. Et surtout pour un secteur comme l'événementiel qui, on le sait, va être impacté sur peut-être un peu plus longtemps que dans d'autres secteurs, puisqu'on voit par exemple que la semaine prochaine, les coiffeurs, etc. vont réouvrir, une partie des artisans et des entrepreneurs vont réouvrir. Donc même s'il y a des mesures d'aide, je pense notamment à la prime des 1 500 euros, qui était assez et à la suppression des charges patronales pour mars, avril, mai, dans certains secteurs. Dans certains secteurs. Annoncé tout à l'heure. Voilà, mais c'est sûr qu'il va falloir, il y a eu des choses de fait, mais il va falloir de toute façon accompagner plus longuement ces secteurs comme l'événementiel et comme le tourisme, c'est évident. Et de la même manière que voilà, il faut pas parier sur un report, mais vraiment sur une suppression de charges dès lors qu'on sait que les rentrées d'argent vont pas être compensées, la perte ne sera pas compensée. Ouais. J'aimerais, c'est mon cher Philippe, si tu le veux bien, qu'on fasse un petit tour par la question du jour parce que elle nous concerne tous à propos de ce déconfinement. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit de soulager parce que ça y est, enfin, on va pouvoir un petit peu circuler, ou alors est-ce que vous êtes quand même angoissé, craignant éventuellement, comme certains la prévoient, la deuxième vague au vu du relâchement qui pourrait
arriver. Alors, quelle est la tendance? Soulagé ou angoissé, mon cher Philippe? La question que tu as posée aujourd'hui, la question du jour, n'a pas tellement évolué par rapport à tout à l'heure. Angoissé, 65,7%. Ah ouais. Ouais. Voilà, ça en dit long. Ça en dit long sur l'état d'esprit des gens, c'est tout. Et qu'on voit bien que le gouvernement n'a pas agi de manière responsable. On voit que, en fait, c'est que aujourd'hui, on paye le prix d'une politique qui a été très mal pensée, voire pas pensée du tout. Donc, c'est vrai, comme disait à l'instant Céline, parler de report de charges quand on sait qu'on ne va pas faire de chiffres pendant plusieurs mois, ça rime à rien. Par contre, moi, je ne sais pas si c'est moi qui bouillonne tout seul, je n'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Tu n'as pas entendu qu'on n'a pas entendu. Milliards d'euros qui échappent au fisc européen, à l'échelle nationale. On n'a pas dit un mot sur ça. Et on a les entreprises, on a le MEDEF qui dit il faut. Qu'il faut. Ok, on n'aura pas la suite. Yasser? Le gouvernement n'a pas de solution parce que justement, il n'a pas pensé se passer. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas mettre à contribution des entreprises comme Amazon, comme Apple, qui jusqu'aujourd'hui... Alors, à propos d'Amazon, j'ai vu un petit truc extraordinaire. Attendez, il faut que je le retrouve. Céline, on l'a vu ensemble dans un groupe WhatsApp cet après-midi. Je l'ai vu. En fait, il semblerait qu'ils aient versé $300 000 d'aide contre le coronavirus à Israël, effectivement. Voilà. Amazon qui verse 300 000 euros de dollars, enfin 300 000 euros de dollars, n'importe quoi. 300 000 dollars à Israël pour les aider dans la lutte contre le Covid-19. Amazon, hein. Voilà. Hop. Voilà, dans ce cas-là, boycotter, dans ce cas-là, qu'on arrête d'acheter chez Amazon. Alors, ça va être compliqué, si je peux me permettre. Ça va être très compliqué parce que on est tous à utiliser Amazon pour commander X ou Y les plateformes de... Non, mais d'accord, c'est la plus connue, la plus facile. Les plateformes de vente en ligne, il n'y a pas qu'Amazon. Mais il y a des solutions alternatives. Et je rejoins Yasser, en fait, parce que puisque en plus, ça va être en rapprochement avec l'invité qu'on va avoir tout à l'heure. On est capable d'appeler au boycott sur certaines choses. Il y a des tas de solutions alternatives, que ce soit pour Amazon, que ce soit pour les produits Made in China, que ce soit pour ce qui se passe en Inde. On a aussi des moyens d'action. Il ne faut pas oublier que c'est ça aussi qui a fait changer le cours de l'histoire en Afrique du Sud. Et il faut qu'on prenne un peu plus de part de responsabilité dans ce genre de... Ouais. Bon, allez, on se retrouve juste après la pub puisqu'on va effectivement parler des Ouïghours. Et on recevra cette personnalité qui a fait parler d'elle l'année dernière. Vous vous en souvenez peut-être puisqu'elle avait signé une tribune au monde musulman. Je ne vous souhaiterais pas un bon ramadan. Elle sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Juste après la pub, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, alors, on est toujours en live sur France Maghreb 2, évidemment, sur Christophe Le Grand Forum. Où en est-on, mon Fifi, avec nos chroniqueurs, là, un petit peu éparpillés sur tout le territoire et des difficultés de connexion. Alors, ça parce qu'on est dans une zone rouge, en fait. Hein. On est dans une zone rouge. Alors, moi, je peux... Oui. Ossine? Moi, je suis là, je suis en Wi-Fi, en 4G, ça bug toujours, donc il y a un gros problème sur l'appli ou je sais pas, mais pourtant je suis en Wi-Fi. Avec toi, Christophe, on entend super bien, par contre, les autres chroniqueurs, on n'entend pas du tout ce qu'ils disent. Parce que c'est pas intéressant. C'est saccadé, c'est en mode robot. Ouais, parce qu'ils disent que les conneries. Au contraire. Ouais. Au contraire, ça démarre par des bonnes choses, on n'entend pas la fin, ça frustre un petit peu parce que Dionor, Céline et Yasser, ils ont dit de très bonnes choses et malheureusement, on n'a pas entendu la suite, donc c'est un peu dur. Et si tu coupes l'image aussi, parce que de toute façon, t'es excusé, essaye de couper l'image et on n'aura que le son, mais peut-être que ça fonctionnera mieux. Là, je t'entends bien, là, maintenant. Ouais, cela dit, elle a peut-être pas tort, Céline. Essaye de couper l'image, ce qui favorisera plus de débit. Et au moins, on t'entendra. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, là, vous m'entendez pas? Si, on t'entend, mais... Ossine, est-ce que tu peux mettre un casque parce qu'il y a un retour? T'as pas un casque? Alors, c'est chez Yasser. Un casque, là. Non, mais Yasser aussi, ça bug. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est pas spécialement nous ou le téléphone. Non, mais si, c'est pareil, on t'entend pas. Ah non, Yasser aussi, ça a bugué. Hein. Et Yasser, il n'est pas à Sarcelles, je crois. Ça va, Yasser? C'est chez Yasser. Tu vois, regarde. Tu vois. Et finalement, Céline, Philippe,
Et moi, pour qui ça marche très bien, c'est nickel. Voilà. C'est ça, c'est la banlieue. Nous, on est d'abord désolé. Voilà. Bah voilà, au moins vous avez un avantage. Oui, pas qu'un. Voilà, je m'arrêterai là. Absolument. Bon, ça va. Dis-moi, mon signe. Tu travailles plus, tu es en chômage partiel. Alors moi, je suis en semi-télétravail puisque je gère toujours mes équipes et on travaille toujours avec la municipalité de Stein, mais à distance, c'est-à-dire par téléphone, etc. La plupart des gens reprennent le 11 mai, mais moi et mes équipes, on reprend le 18 mai, puisque c'est les antennes jeunesse, donc on remet petit à petit tout ça en place et on n'accueille pas les jeunes jusqu'au mois de juin, donc on a encore le temps de bien travailler ça. Très bien, bon bah c'est bien, donc t'es tranquille à la maison, le ramadan se passe bien. Super, je suis en mode sportif en ce moment depuis le début du confinement, comme vous pouvez vous en apercevoir. Ouais, et voilà. Je sais Céline, t'as vu ça tout, je sais que tu sais. Donc, là, c'est la pub, là. Oui, on est en pleine pub, mais on est en live sur Facebook quand même, hein, France Maghreb 2. Ah, d'accord, autant pour moi, désolé, je savais pas, d'accord. Ok. Aussi, du coup, cette année, tu ne pourras pas aller manger, déguster les bons petits plats ramadanesques de Céline Bourri. Ah, avec Céline Bourri, peut-être qu'il y a une possibilité, on va voir. À partir du 11 mai, on va essayer de passer vers là-bas. Si. Céline, j'ai pas besoin d'invitation, en fait. C'est pas elle qui m'a invité. J'ai pas besoin d'invitation, voilà. Et en plus, c'est pas elle qui m'a invité. D'accord, très bien. Bon, je vois qu'il y a des préférences, hein, Philippe. T'as vu qu'est-ce que t'en penses? Non, mais ils font des trucs comme ça derrière mon dos. Je suis ailleurs. Mais alors, on a c'est normal, ouais, c'est Non, mais c'est très bien, c'est la famille aussi, c'est bien. Bon, dans un instant, on recevra dans un instant notre invité. Alors, pour ce qui est du nom et du prénom, excusez-moi, je vais m'abstenir parce que c'est très compliqué. Elle est docteur en sociologie, enseignante également à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, directrice de la publication de Regard sur les Ouïghours. Elle sera avec nous dans un instant. Elle avait écrit une tribune qui avait fait sensation l'année dernière, qui avait dit « Vous, monde musulman, je ne vous souhaiterais pas un bon ramadan ». On verra évidemment si c'est toujours le cas pour elle. Elle sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 pour parler de la situation des Ouïghours. Parce que c'est vrai, on les a un peu oubliés en ce moment. On parle de la Chine, mais pas pour les Ouïghours, pour tout à fait autre chose. Dieu excellent, qui sera peut-être au retour avec nous. Également. Désolé, hein, ça coupe. T'es là, mon Dieu Nord, tout va bien. Bon, il y a quelques difficultés de connexion. Quand tu auras pris tes fonctions de maire, il faudra vraiment que tu t'attaques à ce problème dans ta ville. Hein. Alors, nous, c'est vrai qu'on est très peu câblés. Moi, personnellement, je suis encore en ADSL. On n'a pas une couverture au débit assez important sur la ville. C'est vrai que c'est un vrai souci. Il va falloir y travailler, tu vois. Qui pourrait améliorer justement la qualité de connexion. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais c'est important. Donc on a récupéré Tonor, on a récupéré Ossine. Est-ce qu'il y a... Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est en direct sur votre radio France Maghreb 2, en direct à la radio, sur Facebook en live, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, avec Dionor Excellent qu'on a retrouvé, avec Ossine Ras qu'on a retrouvé aussi, avec Céline Bourri qu'on n'a jamais perdu, et Yasser Boiti qu'on perd et qu'on retrouve. Comment ça va, mon Yasser, il est où? Voilà. Yasser, le podcast, il en est où? Non, pas Yasser, hein. Pas du tout là. Il y a des trucs chelous aujourd'hui. Hein. Yasser, tu m'entends ou pas? Je te reçois. Est-ce que tu m'entends? Voilà, merci. Alors le podcast, il en est où et de quoi traite-t-on cette semaine? Cette semaine, j'ai reçu l'imam Shakil Siddiq. Donc, c'était toujours dans le cadre du pré- et post-Covid. L'islam repensait la communauté. Donc, en termes d'organisation, sachant que la mosquée ne peut plus jouer son rôle, est-ce que son rôle déjà en temps normal n'était pas, entre guillemets, je ne vais pas dire problématique, mais est-ce qu'il y avait des questionnements à se poser sur le mode de fonctionnement, sur le rôle de l'imam, s'il n'y a pas de congrégation, à qui est-ce qu'il s'adresse, comment réorganiser la solidarité, vu que les personnes sont éparpillées et ne se retrouvent pas dans un lieu commun. On a parlé aussi du courant des réformateurs de l'islam, en tout cas sur ceux les quelques personnes qui poussent ça à la demande du gouvernement.
Et bien entendu, il a donné ses perspectives pour le monde après Covid-19, aussi bien pour les musulmans que pour l'humanité. Très bien, un podcast qu'on peut retrouver sur tous les bons réseaux, évidemment, en te suivant. Sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast et tous les autres, Deezer, Spotify. Je vois que tu as un public très, très diversifié, hein, cher Yasser. Très diversifié, ton public. Le public, c'est vrai qu'il est très diversifié et à ma grande surprise, il est éparpillé sur toute l'Europe et j'en ai même aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé une version anglaise du podcast qui s'appelle The Breakdown. Parce que ce mec maîtrise parfaitement l'anglais. Hein. Il parle bien anglais. Yasser Louati. Moi, pour écouter, je voudrais juste dire que le format, il est top. J'en ai déjà fait pareil à Yasser et que ça s'écoute très simplement, très facilement. Et franchement, que c'est hyper intéressant. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller écouter ces podcasts parce que franchement, ça passe. C'est top. Et est-ce que la bande-son était bonne? Évidemment que la bande-son était bonne, monsieur. Ah ouais, voilà. Évidemment. Pour ça, je te fais confiance. Autant t'as pas de goût en matière de foot, mais en matière de musique, on va dire que t'es plutôt ça. C'est mieux, quoi. Voilà. Sincèrement, c'est sous la ceinture et j'ai même pas commenté. Non, mais il n'y a pas de sous la ceinture, c'est une réalité. Qu'est-ce que je te dis? D'ailleurs, tu sais qu'apparemment, tes amis saoudiens sont en train apparemment, ils auraient eu envie d'acheter le Marseille quand ils se sont aperçus du bordel que c'était. Ils se sont dit, peut-être qu'on va peut-être pas aller jusque-là, on va acheter le Restart, ça nous suffira. Voilà. Bon, les amis, j'espère que tout va bien avec notre ami Dionor, excellent. Dionor, dis-nous, depuis là, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce que la mère t'a contacté pour travailler en collaboration avec toi pour travailler le déconfinement? Comment ça se passe? Est-ce que elle fait partie des maires qui ne vont pas ouvrir les écoles? Qu'est-ce qui se passe à Villetaneuse? Toi, tu es le maire, mais tu peux rien décider, on le rappelle. Bon, c'est super. Il m'a bien entendu. Hein. Très bien. C'est magnifique. Dionor, tu m'entends ou pas? Non, ça y est. Ouais, il est parti. Bon, ok. Donc, il y a des gros soucis de connexion aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que le gouvernement parle et que il faut absolument qu'on les écoute? Toutes les énergies. C'est ça. Bon, alors, il nous reste quelques vidéos à voir en attendant. Notamment le maire de la Courneuve qui réclame, lui, la réouverture du grand parc de la Courneuve. Et il s'en explique et ça se tient. Écoutez, regardez. J'ai attendu la réouverture des parcs et jardins qui dépendra là aussi de la couleur de votre département. La Seine-Saint-Denis, aujourd'hui classée rouge, réclame que certains de ces parcs puissent rouvrir. Le parc de la Courneuve, par exemple, demande du maire de la ville. Les gens vont pouvoir prendre le tramway, vont pouvoir prendre le métro, vont pouvoir prendre le RER. Et les familles qui pourraient aller s'oxygéner, respirer, et dans un parc départemental comme celui-là, même au cœur de l'été, traditionnellement, les gens ne se marchent pas dessus, ils ne sont pas complètement stupides, et je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas profiter de cet espace-là, d'autant qu'on trouve une période excessivement difficile, anxiogène, et donc de pouvoir respirer, me semble-t-il, ce serait tout simplement un tout petit peu de justice pour la population. Voilà, c'est vrai que ça se tient. Enfin, je sais pas, moi j'entends les arguments du maire de la Courneuve. Alors pour les parcs, apparemment, on a répondu que non tout à l'heure lors de la comment dirais-je, de la conférence du gouvernement. Mais quand il nous dit voilà, on réouvre les transports en commun, tout le monde va prendre son bus, son métro. Pourquoi on peut pas aller dans un parc pour les familles pour qui c'est important, vous voyez? Je sais pas, tu l'entends, Céline, cet argument du maire de la Courneuve? Oui, en fait, je l'entends et je pense que c'est des éléments, à mon sens, qu'il faudrait voir au cas par cas. J'ai un peu le même problème, même problématique en face de chez moi. J'ai la chance d'avoir un énorme parc qui est le parc interdépartemental, qui regroupe Choisy, Créteil, Villeneuve. Et pour moi, vu la taille, la superficie, les différentes entrées du parc, c'est quelque chose sur lequel on pourrait avoir accès, mais je pense qu'il faudrait interdire les accès, notamment aux jeux pour enfants. Dans le parc, il y a plusieurs petits parcs sur lesquels tu as des toiles d'araignée, des toboggans et tous des accessoires pour les enfants qui, eux, pour le coup, qui peuvent amener à des regroupements d'enfants, le fait de jouer avec dessus, la contagion, etc. Ce genre de petits vidéos-là doivent être inaccessibles. Mais pour le reste, je pense qu'effectivement, on pourrait ouvrir ces grands parcs, surtout que les gens se reportent, en tout cas je vois à côté de chez moi sur les quais de Seine, avec une largeur qui est beaucoup plus réduite et du coup la distanciation sociale
elle peut pas être mise en œuvre dès lors que tu as 3 mètres entre la Seine et le mur sur les quais. Tu vois, les croisements sont beaucoup plus problématiques. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait voir ça au cas par cas. De la même manière que quand ils parlent sur le plan national de la réouverture des plages, c'est pas la même chose d'ouvrir une grande plage sur l'Atlantique que d'aller à la plage des Goudes à Marseille où là, c'est hyper. Tu vois, donc à mon avis, je pense que vraiment là, il faut faire du cas par cas en fonction des. Ouais, le cas par cas, ce que propose Céline Bory, certes, tu es favorable toi aussi pour la réouverture des parcs, et éventuellement pour permettre aux familles de pouvoir aller, surtout en période de Ramadan, là, pour pouvoir un petit peu se reposer, pour pouvoir respirer la grande air, quoi. En fait, idéalement, non, mais il ne faut pas être démagogue. Parce qu'on sait quand les gens sont entassés dans des immeubles et qu'ils n'ont pas de balcon, et qu'on sait qu'il y a 5 millions de personnes en France qui sont mal logées, ce serait malhonnête de dire oui, vous pouvez pas sortir, vous restez chez vous. On sait que le confinement est une grande souffrance pour beaucoup de personnes. Maintenant, l'ouverture des parcs devrait se faire avec des conditions, ça veut dire des marquages au sol pour que la distanciation soit respectée. On est en plein air, c'est beaucoup moins dangereux que d'envoyer les gamins, par exemple, en salle de classe où l'air est confiné, ou que de travailler même en open space où on va partager le même air pendant 8 heures par jour. Ossine, je ne sais pas s'il nous entend, Ossine Rass, sur la réouverture des parcs. Ouais, il va revenir, très bien. Alors, on va accueillir notre invité, si vous le voulez bien. On va parler des Ouïghours, mesdames, messieurs. Notre invité est docteur en sociologie, enseignante également à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes directrice également de la publication du Regard sur les Ouïghours. Madame, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Votre micro est éteint. Bonsoir, disais-je. Bienvenue sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Comment allez-vous? Oui, merci, ça va. Ah, très bien. Ravi de vous accueillir. Juste pour que je puisse bien m'imprégner et ne pas faire d'entorse, votre nom et votre prénom se prononcent comment? Dilnu Rehan. Dilnu Rehan, d'accord. Alors, vous avez fait parler de vous l'année dernière dans une tribune où vous avez interpellé le monde musulman dans lequel vous leur avez dit « Je ne vous souhaiterais pas un bon ramadan ». Est-ce que ce vœu que vous avez formulé l'année dernière reste d'actualité cette année? Malheureusement, oui, plus ou moins. Disons qu'il y a eu de changements, d'évolution de mentalité, notamment parmi les populations, en tout cas en Europe, notamment parmi les musulmans en Europe. Cependant, dans la position des gouvernements des États dits musulmans, n'ont pas changé, on peut dire empiré sur la question. Oui. Céline Bory, Yasser Wati et le reste de l'équipe également sont là pour vous interroger. Quelle est la situation aujourd'hui des Ouïghours? Alors, on sait qu'en cette période de pandémie, par exemple, est-ce que là où ils habitent, en Chine, est-ce qu'ils ont été, eux, confinés et est-ce qu'il y a eu aussi des discriminations davantage les concernant? On sait que la région ouïghour elle a été confinée aussi. Et la Chine, vous savez, enfin, la Chine, c'est le dernier gouvernement, le gouvernement chinois, c'est le dernier gouvernement à qui on peut faire confiance en termes de chiffres. Même maintenant, nos gouvernements ici en parlent ouvertement, critiquant la Chine sur la question. Et la Chine avait donné début mars, fin février, début mars, un chiffre de 76 cas révélés dans la région ouïghour. Maintenant, on ne sait pas si c'est 76, est-ce que c'est vraiment, enfin, j'en doute fort sur la véracité de ces chiffres. Ensuite, on ne sait absolument pas, est-ce que parmi ces contaminés, il y a des Ouïghours ou ça concerne uniquement des Chinois. Donc voilà, et depuis début, je pense que c'était 4 mars que ça a été révélé, ça a été publié en tout cas officiellement. Je ne sais pas, par la suite, enfin, on n'a eu aucune communication là-dessus. Lorsqu'en fait les journalistes ils ont interrogé les responsables de la région et de la Chine sur la question, notamment concernant en fait la contamination dans les camps de concentration,
ça a été révélé que cette information est classée comme secret d'État. Oui. Est-ce que vous subissez, vous, à titre personnel, des intimidations, des menaces? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus retourner dans votre pays? Sachant que je suis française depuis un certain temps. Ouais. Donc, la question ne me concerne pas réellement. Cependant, j'ai ma famille aussi vivant là-bas et par lequel, justement, en fait, de toute manière, les menaces et les intimidations à l'égard de des membres de la diaspora ne passent pas directement sur ces personnes, sur nous, directement. Ils le font, bien sûr, en menaçant nos familles. Les familles. Bien sûr, votre famille à vous est menacée? Votre famille à vous est menacée? Non. Sachant que vous auriez dû me prévenir ces questions-là d'avance parce que dans un écran, ma famille, elle est là-bas. Je ne peux pas répondre à ces questions-là directement. Vous voyez? On le comprendra, évidemment, pour des raisons de sécurité, évidemment, et pas de souci. Alors, on va revenir sur la mobilisation que vous aviez dénoncée dans votre tribune, et on peut le comprendre, de ce monde musulman qui ne s'offusquait pas, en tout cas pas beaucoup, du sort de la situation des Ouïghours l'année dernière, d'où cette petite formule qui avait fait choc. Il y a quand même des organisations qui se sont mobilisées, à l'image du CJL, qui est un collectif présidé par notre ami Yasser Louati, qui est chroniqueur pour le Grand Forum, et qui, lui, mon cher Yasser, avait fait une vidéo sur les Ouïghours. Appel au soutien, hein, c'est ça? Ah oui, c'était une vidéo qu'on avait faite justement déjà pour expliquer la situation des Ouïghours. Et je pense que c'était vraiment de démystifier la question et d'aller au fond du problème. Donc, on a parlé de l'histoire de... Oui, l'histoire de petite coupure avec Yasser Louati. Ouais, c'est bon voilà. Là ou pas? Ouais, voilà. Bah, non, mais c'est marrant parce que tu parles et puis il y a un petit moment, ça coupe pendant 2-3 secondes. Voilà. Bon, ouais. Vas-y. Alors, non, en fait, c'est que, voilà, pour résumer, la vidéo, en fait, elle était vraiment... Bon, elle dure, je crois. Ouais, bah, ça coupe. Hein. Ça coupe beaucoup là, mon Yasser. Essaye de faire quelque chose avec Philippe pour qu'on puisse évidemment profiter de tes propos, parce que là, c'est... Et je vous invite tous à privilégier vraiment les câbles Ethernet, box et tout ça, parce que les Wi-Fi, c'est une catastrophe. C'est devenu vraiment extrêmement merdique. Céline, question pour notre invitée ici présente sur France Maghreb 2. Céline, s'est absentée. Bon, très bien, c'est super. Bon, alors, on parle... On a mieux Yasser. Là, il est bien. Yasser, voilà. Vas-y, on retente pour Yasser, vas-y. Oui, alors, je disais, la vidéo qui avait été faite, c'est vraiment pour expliquer le cas ouïghour à un public francophone. Ça veut dire de 1948, quand la Chine envahit la région ouïghour, la politique coloniale de peuplement et pour le cas, un grand remplacement de la population ouïghour par la population Han, et bien entendu, ce qui est en train d'être fait, d'être subi par les Ouïghours en termes de génocide culturel, voire génocide tout court, les camps de concentration, les camps de travail, les grands fonctionnaires du régime chinois qui sont en charge de mater dans le sang les Ouïghours, et celui qui est pour... Oui. Question ouïghour. Pourquoi est-ce qu'elle est centrale? C'est qu'elle regroupe une question coloniale, une question sécuritaire, une question économique, même une question capitaliste. Et le bout du... Quelques coupures avec notre ami Yasser. Réal, entre autres, que j'invite vraiment à soutenir. Et surtout, la résistance à notre échelle individuelle, c'est-à-dire de boycotter. Alors, justement, pardon de te couper, Yasser, c'est très intéressant. Le boycott. Juste à l'instant, Christophe. Bah oui, mais ça coupe, mon vieux. Que je te dise, moi, on n'arrive pas à t'entendre comme il faut. Alors, c'est dommage, tu vois. On commence une phrase, ça coupe, et puis il faut attendre 5 secondes, 10 secondes. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que je me permets de te couper à l'instant pour essayer de rétablir cela. Justement, à propos du boycott, est-ce que aujourd'hui vous êtes favorable à ce que le monde musulman fasse un appel collectif à boycotter, tel que des pays comme la Chine ou encore l'Inde? C'est une question à moi? Oui, c'est à vous, madame, pardon.
Ouais. Oui, bien sûr. Tout le monde dit que beaucoup de musulmans, ils ont écrit en tout cas, musulmans francophones, ils écrivent que oui, les pays sont gouvernés par des corrompus, ils ne représentent pas vraiment. Bien sûr, c'est facile de mettre ça sur le dos des dirigeants corrompus. On le sait, de toute manière, le monde musulman n'est pas démocratique et dirigé par des corrompus. Ouais. Mais cependant, le peuple, la population ordinaire, vous et moi, nous avons une certaine force. On peut, comme vous dites, le monde musulman, je dis aussi, ça concerne aussi les populations ordinaires, comme moi, des citoyens ordinaires, ils peuvent faire des appels et des actions contre, justement, le boycott, ça fait partie de cela. Boycotter les produits, notamment textiles et de nouvelles technologies. Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi boycotter pour ce qui est de la Chine. Il y a beaucoup de produits, évidemment, qui viennent de la Chine. Comment vous avez regardé, vous, cette gestion du Covid-19 ? On sait que la Chine a été extrêmement suivie. On a beaucoup accusé la Chine, d'ailleurs, d'avoir transféré ou d'avoir transmis, ce virus. Quel est un peu votre regard, vous, sur cette situation et sur ces chiffres ? Bon, on est d'accord qu'ils ont menti sur les chiffres, mais pour le coup, ils ne sont pas les seuls. Comme vous l'avez rappelé très justement, d'ailleurs, tous les pays ont aussi plus ou moins menti sur les chiffres. Mais vraiment, globalement, est-ce que, selon vous, la Chine a bien géré cette situation ? Je ne pense pas que, Il y a un retour quelque part, si on pouvait me le couper, c'est vraiment extrêmement fatigant. Voilà. Ouais. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Alors, est-ce que la Chine a bien géré cette crise ? Pour vous ? Pour moi, non, la Chine, ce type de virus n'est pas la première fois qui sort de la Chine. Nous avons déjà en 2002-2003, le monde a connu SRAS. Oui, le SRAS, ouais. Voilà, qui est parti aussi de la Chine. La Chine n'a pas appris de cette leçon. Donc, et que nous avons vu que juste à côté, Hong Kong et Taïwan, ils ont super bien géré parce qu'ils ont justement bien appris de leçons de 2003, de SRAS. Et qu'on sait aussi que d'après les chiffres officiels révélés, en tout cas jusqu'à présent, la Chine le savait depuis novembre oui. 2019. Et que seulement le monde extérieur, on a su en janvier. En tout cas, en janvier, le monde extérieur, nous avons commencé à en savoir, à en entendre encore sans atteindre jusqu'à ici. Et pendant tout ce temps… Si vous permettez, Chine, le Canard enchaîné a révélé que la France que Emmanuel Macron était au courant au mois de décembre par l'ambassadeur de France en Chine, mais qu'il n'a pas pris la situation suffisamment sérieuse. Voilà. Tout à fait. Exactement. Mais ceci dit, la Chine n'a pas officiellement révélé cela jusqu'en janvier. Donc, à partir de janvier, qu'on a su. Et encore, même nous, les citoyens ordinaires, on n'a pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'on nous, personnellement, on reçoit en France ou en Europe. Et la Chine, jusqu'en janvier, jusqu'à ce moment-là, a laissé partir environ un minimum 5 millions de Wuhanais, les populations de Wuhan, à partir, se dispatcher dans le monde entier, et que parmi ces 5 millions de personnes minimum, il y a certainement un bon nombre de personnes porteurs de virus. Ils ont librement circulé partout dans le monde, y compris en France. D'ailleurs, nous avions été les premiers à détecter et dénoncer une personne chinoise qui vient de Wuhan début février, fière d'avoir passé la frontière en cachant sa fièvre, et que c'était le moment où on parlait vivement de ce virus justement. Et vous voyez en fait ce que j'accuse le gouvernement chinois de ne pas bien gérer, c'est d'abord aussi ne pas révéler jusqu'en janvier, ensuite laisser passer millions de personnes de Wuhan partir dans le monde entier
porter avec eux ce virus dans le monde entier. D'ailleurs, en fait, les autorités italiennes, ils ont révélé aussi que en Europe, enfin, le virus a été apporté par des touristes chinois. Ça a été rapporté par la presse italienne. Ouais. Donc, vous voyez, enfin, c'est pour ça que j'accuse le gouvernement chinois de volontairement cacher, puisqu'en fait, ils savaient. Donc, ils ont caché volontairement. Ils ont laissé passer le virus dans le monde entier. Donc, ils ont une lourde responsabilité que le monde entier doit demander de compte au gouvernement chinois à ce propos, au moins. Bon, alors, ne bougez pas, docteur. On va passer à nos chroniqueurs dans un instant qui vont, je ne sais pas qui j'ai avec moi parce que j'en perds la moitié en route. Pour pouvoir déposer les questions. Yasser Louati est là. Céline Bory, elle est là ou pas? Austin est là. Austin, il est là. Super. Bon, bah, il est là. J'ai pratiquement récupéré tout le monde. Je voulais juste vous faire une petite avant de lancer la pub et de rester en live sur Facebook pour voir un petit peu ce qui se passe du côté des Facebookers. Vous résumez un petit peu donc en 3 messages ce qui s'est passé aujourd'hui. Élection municipale, réponse du Premier ministre. J'attends la réponse du Conseil scientifique. Voilà ce qu'il a déclaré tout à l'heure pour décider de la date de l'installation de nouveaux conseils municipaux élus le 15 mars. Donc ça concerne notre ami Dionor. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Pour savoir si le deuxième tour des élections municipales se tiendront ou pas, la réponse sera donnée au plus tard le 23 mai. C'est ce que le Premier ministre a déclaré. Et au sujet de la réouverture, on en parlait hier avec le recteur de la mosquée de Paris, de la réouverture donc des lieux de culte. Pour l'instant, pas de réponse précise sur la réouverture, mais indication d'ici la fin du mois de mai. On rappelle la polémique qui avait fait surgir, c'est d'avancer du 2 juin au 29 mai la réouverture des lieux de culte pour permettre la célébration pour les chrétiens et les juifs de leur fête. Du coup, les musulmans ou certains responsables musulmans étaient montés au créneau pour leur dire que, attendez, l'Aïd, c'est le 24 mai, c'est que 6 jours avant, soit on ouvre pour tout le monde, soit on ouvre pour personne, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de discrimination? On rappelle que le recteur de la mosquée de Paris, hier, a indiqué qu'il n'envisageait pas de la possibilité de porter l'affaire en justice. Allez, on est de retour très vite dans un instant, juste après la pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Invité sur France Maghreb 2, en live sur France Maghreb 2 et sur Christophe le Grand Forum. Yasser Louati donc, Austin Ras, il est là. Céline Bory, oui. Elle est là. Céline? Je suis là. Bon, très bien. Alors, profitez de notre invité pour lui poser des questions. On parle des Ouïghours, les amis. On se souvient, vous vous souvenez tous de cette tribune qu'elle avait signée hier, l'année dernière, pardon, justement, où elle interpellait le monde musulman en leur disant « Je ne vous souhaite pas bon ramadan ». Cette année, elle nous disait il y a quelques instants que ça va un peu mieux et qu'elle pourrait peut-être un peu minimiser ses propos. Bref, je ne sais pas, tiens, Céline, question pour notre invité. Alors moi, j'ai une question, pas seulement pour notre invité, mais peut-être aussi que mes camarades chroniqueurs pourraient m'éclairer. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mobiliser autant pour les Ouïghours, notamment lorsqu'on fait des appels au boycott, qu'on peut peut-être le voir, notamment je pense à BDS pour la Palestine, parce que même si c'est pas entre guillemets suivi par tout le monde, il y a quand même eu un engouement par rapport à ça. Et comment se fait-il que quand il s'agit des Ouïghours ou même quand il s'agit des actes islamophobes qu'on voit en Inde, il y a une mobilisation qui est quand même qui est très faible. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi cette absence de mobilisation d'une partie de la communauté musulmane? Je pense que oui, je dirais un peu comme le proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Comme peut-être pour les musulmans, les Ouïghours sont un sujet trop loin. D'autant que ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur les Ouïghours. C'est encore beaucoup de musulmans ne connaissaient jusqu'à l'année dernière, jusqu'à hier, l'existence des Ouïghours. Donc, il y a une méconnaissance totale du sujet. Et puis, on n'en parle pas. Donc on dit un mensonge, on dit 3 fois, les gens commencent à croire. Et que la vérité, on n'en parle pas, évidemment, les gens ils ne vont pas y croire. Et puis, autre chose aussi, sur la question des Ouïghours, les gens se sentent non concernés, pas tellement en tout cas.
c'est aussi parce que c'est la Chine. C'est la Chine et que aux yeux du monde musulman, pour beaucoup jusqu'à présent même, tout ce qui est défendu par l'Occident est mauvais. Donc, et que la Chine, elle est vue d'une part, en fait, un partenaire et un sauveur même, un grand frère face à l'Occident, notamment les États-Unis. Et donc, et tout ce qui concerne le sujet ouïghour, ils ne croient pas parce que pour eux, c'est un mensonge occidental et c'est un mensonge parce que l'Occident, notamment les États-Unis, jaloux du développement de la Chine, de la force chinoise. Et d'autre part, ils veulent pas, enfin, même si ils savent, ou alors, voilà, ils voient les vidéos, les témoignages, etc., ils veulent pas croire parce que, tout simplement, ils veulent croire que la Chine, c'est un partenaire du monde musulman contre l'Occident, notamment contre les États-Unis. Une question qui vient d'être posée justement sur le live que nous suivons, et je rappelle que vous pouvez interpeller notre invité en me poser des questions. Est-ce qu'on a une possibilité de savoir si nos frères et sœurs ouïghours reçoivent bien nos dons sur place? Est-ce qu'on peut se rassurer là-dessus? Parce que voilà, il y a peut-être justement, on connaît les autorités chinoises, elles peuvent tout intercepter. On fait beaucoup d'appels pour aider les Ouïghours. Est-ce qu'au moins l'argent qu'on donne, ça leur est destiné? Est-ce qu'ils en bénéficient, quoi? Merci pour avoir posé cette question parce que je voudrais vraiment préciser. Nous ne connaissons aucune organisation qui ramène des dons à la population ouïghour sur place. Impossible. Un seul mot, impossible. Impossible de venir en aide aux Ouïghours sur place. Aucune ONG sur place. Aucune ONG n'est autorisée à venir en aide aux Ouïghours. Donc, c'est demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour en direct sur France Maghreb 2. Pardon, parce que la pub est terminée et c'est justement très intéressant. Nous sommes toujours avec notre invité. On parle des Ouïghours et une question d'une auditrice qui se demandait si on pouvait avoir l'exactitude, comment dirais-je, le fait de savoir si les dons arrivent bel et bien aux Ouïghours, parce qu'il y a quelques associations qui sollicitent les donateurs pour récolter de l'argent. Et là, vous étiez en train de nous répondre, avant que nous reprenions l'antenne. On vous réécoute, pardon. La réponse est non. Aucune organisation. Impossible de venir en aide directement aux Ouïghours sur place. C'est impossible. Aucune ONG sur place pour les Ouïghours. Donc, enfin, il y a des organisations font des collectes, appels à dons, collecte de dons, en disant qu'on va venir en aide aux Ouïghours dans le Turkestan oriental. Ça, c'est du mensonge en région ouïghour. Par contre, en fait, les organisations ouïghours aux États-Unis, en Turquie et en Europe comme nous, par exemple, ce qu'on dit, par contre, venez en aide à la diaspora, parce qu'il est impossible de venir en aide à la population ouïghour en pays ouïghour. Impossible. Ce n'est pas, voilà, c'est ça aussi que, en fait, la question cruciale, la question de la différence de la question ouïghour avec toute autre tragédie dans le monde que nous connaissons. Pour la question ouïghour, pour les Ouïghours, on ne peut pas venir en aide en pays ouïghour. Ça, c'est du mensonge. C'est une organisation, il se dit, on va sur place, on est en train d'aider aux Ouïghours. Ça, c'est du pur mensonge. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, toutes les associations ou des associations dites humanitaires récoltent de l'argent pour les Ouïghours. Il ne faut pas donner, alors? Non. Par contre, ce qu'on est en train de dire, les organisations ouïghours de la diaspora, les gens, vous pouvez au moins venir en aide à la diaspora, pour la construction de la diaspora, à la diaspora dans la situation actuelle des choses, par exemple, en fait, en Turquie, il y a énormément de mères célibataires, des enfants, des orphelins dont les parents sont emprisonnés ou en camp dans la région. Et puis, il y a énormément, beaucoup de réfugiés en Turquie. Et puis, aussi au Kazakhstan. Au Kazakhstan, il y a 2000 survivants de camps qui sont sortis des camps. En fait, ce sont souvent
de nationalité kazakh. On n'entend rien, je ne sais pas si vous entendez, moi j'entends plus. Si, on entend. Si, on vous entend. Ok, d'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de rescapés au Kazakhstan aussi qui ont besoin de l'aide médicale parce que tous sont détruits physiquement et mentalement. Et on n'a pas les moyens pour venir en aide pour faire des examens médicaux sur eux. Ensuite, autre chose aussi, ce qu'on fait en Europe. Nous, par exemple, je suis vous voyez sur l'écran, en fait, notre site internet et la campagne, le lien vers la campagne. On fait cette campagne aussi pour pouvoir louer un lieu pour l'Institut Ouïghour qu'on n'a pas. Donc, les gens, ils ne peuvent pas venir en aide sur place pour les Ouïghours, en pays ouïghour, mais ils peuvent venir en aide à la diaspora. À la diaspora, oui. On a bien compris. Donc, c'est très important de se rassurer lorsque vous entendez une association ou une organisation qui se propose, en tout cas, de solliciter de l'argent pour aider les Ouïghours. Regardez comment et comment elle se justifie. Est-ce que effectivement c'est pour aider la diaspora? Dans ce cas, pas de problème. Mais si c'est pour vous dire que cet argent va aller directement chez les Ouïghours, notre invité ici présente, qui connaît bien le sujet, vous dit c'est faux. Ça n'est pas possible. Voilà. C'est très bien. Ossine, petite question à notre invité peut-être? Ossine? Alors Yasser? J'entends rien. Ossine, t'entends rien? Bon. Yasser Louati, on a montré d'ailleurs, on a mis des vidéos du CJL dans le live. Hein, vous pouvez voir et vous avez tout le lien pour pouvoir évidemment aller visionner le travail de Yasser Louati et du CJL. Yasser, une question à notre invité avant qu'on la libère? Ah mince. Oui, Yasser non plus, il n'est plus là. Céline, t'es là toi ou moi? Oui, moi je suis là. Ah, oui, quand même. C'est vraiment exceptionnel aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est parce qu'on parle de la Chine, docteur, voilà, ils nous ont censuré aujourd'hui, ils nous ont mis. Une question, moi. Oui, vas-y, Céline. Madame parlait de la diaspora, mais cette diaspora ouïghour, elle représente combien de personnes en fait? Nous parlons dans la diaspora environ 1 million de personnes. Oui, mais la grosse majorité sont en Asie centrale, dans les pays de l'Asie centrale turcophone, et puis le reste sont en Turquie, dans les pays, en Arabie Saoudite, en Turquie, et aux États-Unis et en Europe. Donc en Europe, on représente environ 10 000 individus. Étant donné qu'il n'y a pas un chiffre officiel ou statistique, c'est que on suppose, enfin, c'est un chiffre approximatif. D'accord. Alors, on va prendre un auditeur, Céline. Il y a Karim qui nous appelle au 01 40 33 9000. Ouais, j'ai complètement oublié de rappeler le numéro. Et les auditeurs peuvent nous appeler. Karim qui souhaite poser une question à notre invité. Bonsoir, Karim. Bonjour, Christophe. Bonsoir, Karim. De Pantin. On t'écoute pour ta question. Poser une question. Moi, je voudrais savoir comment les Chinois s'y sont pris pour faire signer aux pays du Maghreb, à l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais à tous les pays arabes et surtout à l'OCI, un document que vous pouvez trouver sur Internet comme quoi la Chine est respectueuse des droits des musulmans ouïghours et que tout ce qu'on entend autour du Ouïghour, ce n'est que de l'affabulation et de la diffamation. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont réussi à faire signer ce document et dans ce document, il est marqué que les pays frères arabes doivent expulser les Ouïghours et c'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait l'Égypte et c'est ce que fait le Maroc. Alors moi j'ai une proposition simple, puisque les gouvernements ne veulent rien faire, il est temps que les musulmans du Maghreb s'en prennent directement sur place dans les pays du Maghreb aux intérêts chinois. Voilà. Bon, merci Karim pour votre question. Qu'en pensez-vous, docteur, sur cette question très intéressante de notre ami Karim qui nous dit effectivement que la Chine, qui a de gros marchés au Maghreb en particulier, a fait signer ou aurait fait signer ce fameux document. Oui, en effet, en juillet 2019, une première fois, une vingtaine de pays ont signé une lettre parce que 22 pays occidentaux, y compris le Japon, a demandé des comptes à la Chine et a demandé de fermeture des camps de concentration et libérer les Ouïghours qui sont enfermés. Quelques jours plus tard, donc une trentaine de pays
ont adressé une lettre. Ce sont majoritairement des pays musulmans en défendant la Chine, en défendant ces camps de concentration, en les qualifiant comme des centres de rééducation contre l'extrémisme. Vous voyez? Donc, pourquoi? Ensuite, par la suite, un mois plus tard, ce chiffre a monté à 50 pays, dont 25 sont des pays musulmans, y compris l'Algérie et l'Arabie Saoudite, bien entendu. Pourquoi? Tout simplement, l'intérêt financier est que, comme vous le savez maintenant, notamment depuis 2017, la Chine internationalement a lancé sa politique ou son plan, son projet géant de la route de la soie, la nouvelle route de la soie, avec lesquels qu'on appelle maintenant sa diplomatie de dette. Elle a donné avec un taux d'intérêt très bas des dettes à de nombreux pays, enfin à la grande majorité des pays en développement ou sous-développement. Donc, beaucoup sont des pays musulmans. Avec lesquels, en fait, la Chine maintenant développe un intérêt de plus en plus important. Pourquoi aussi la Chine profite aussi d'une guerre idéologique avec l'Occident, c'est-à-dire étant donné que beaucoup de pays musulmans ont subi les invasions, les attaques des pays occidentaux, notamment des États-Unis. Donc, il y a une haine idéologique aussi contre l'Occident. Et de ce fait, la Chine, elle se montre comme partenaire idéal, égalitaire, même voire victime de l'Occident, comme eux. Donc, la Chine, elle n'a aucun intérêt, aucune intention de les envahir ou de les attaquer. Donc, et que ce sera un partenaire égalitaire. Avec cette vision-là, elle se présente en Afrique, on voit. Cependant, on voit aussi très vite, maintenant depuis 2019, les conséquences de cette politique de dette, la diplomatie de dette, que la Chine, elle commence à occuper une place importante dans la gestion intérieure et dans la gestion politique de chacun de ces pays. Donc, les pays musulmans, y compris l'Algérie, les pays maghrébins ou l'Arabie Saoudite en premier, ce sont des pays enfin qui sont maintenant financièrement, ils sont devenus plus ou moins dépendants de la Chine. Et, donc, ils sont prêts à défendre les camps de concentration pour musulmans, pour leur propre intérêt et souvent pour leur propre pouvoir, pour maintenir le pouvoir. Ben voilà, de quoi mettre peut-être la pression auprès du gouvernement de ces pays en question. Si quelqu'un a une dernière question, les amis, avant qu'on libère notre invité, en la remerciant en tout cas d'être venu. Oui. J'aurais bien essayé de parler au moins un petit peu. Vas-y, Ossine. Voilà. Bah déjà, ravi de faire sa connaissance, enchanté. Votre combat, il est très noble. Moi, rien ne m'étonne. Hein, c'est pas la première fois qu'on voit des musulmans qu'on laisse tomber dans le monde. On a eu justement les Rohingyas justement il y a quelques années. Pendant longtemps, c'était le peuple qui se soulevait et pas les gouvernements. Ils ont suivi après. Moi, je pense que tout à l'heure, quand madame disait, quand la docteure disait justement, elle n'attend rien des gouvernements, mais c'est les peuples. Et pourquoi ils ne font rien? C'était la question qui était posée par Céline. C'est que souvent, quand on le voit, que ça se passe en Palestine avec les agressions israéliennes, ou avec les Rohingyas, justement, il y a quelques années, ou avec d'autres peuples dans le monde, les gens suivent souvent les autres. Ça veut dire que dès qu'il y a un effet de foule qui va descendre manifester dans les rues, dès qu'on va en parler dans les médias, etc., c'est là que la plupart des musulmans, en tout cas en France, vont se réveiller. C'est ce qui arrive à chaque fois. Quand on a vu Israël agresser la Palestine, Gaza notamment à plusieurs reprises, il a fallu plusieurs jours pour que le peuple moins conscientisé se réveille enfin. Et les premiers à se réveiller, à descendre dans les rues, c'est justement la plupart des militants, la plupart des personnes qui peuvent justement conscientiser, réveiller les peuples, mais ça passe justement par la rue, par des manifestations, par des opérations coup de poing, parce qu'on ne peut rien attendre des médias. Les médias, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les premiers à être justement les alliés de cette Chine, les alliés de tous ceux qui ont du pouvoir. Et nos gouvernements, c'est la même chose, qu'ils soient français ou des pays musulmans. Moi, je ne compte pas sur eux pour qu'ils mettent une pression tout de suite sur la Chine. Mais la meilleure des solutions, bien sûr, c'est celle-là.
Et diplomatiquement, par contre, je pense qu'on a des choses à faire, notamment l'Algérie, comme Madame vient de citer, l'Arabie Saoudite, mais aussi la Turquie et d'autres pays. L'Inde, le Pakistan et d'autres pays qui sont autour aussi doivent mettre cette pression. Il y a des accords bilatéraux qui sont exorbitants entre ces pays-là et la Chine. Et souvent, c'est pas forcément tout le temps à l'avantage des pays musulmans. Donc, je pense que les pays musulmans peuvent mettre la pression déjà économiquement avec la Chine, comme on le voit avec l'Algérie, par exemple. Les liens économiques entre l'Algérie et la Chine sont hyper supra-développés. Ils sont très forts, et depuis longtemps. Je pense qu'on peut discuter, au moins se mettre à une table et leur faire comprendre que les Ouïghours là-bas ne sont pas tout seuls et que c'est aussi nos frères et qu'il faut se battre. Ensuite, pour le peuple, c'est à nous de les conscientiser via les médias comme Radio France Maghreb 2 le fait ce soir, comme le Grand Forum le fait, mais aussi à travers les réseaux, comme la vidéo d'Yasser Louati que j'applaudis. Mais je tire vraiment mon chapeau. Il faut vraiment la propager, la partager de manière massive. Et voilà, chaque communauté doit en discuter. C'est-à-dire que nous, avec les musulmans, les autres avec les jeunes, les quartiers populaires, il faut vraiment qu'on rentre dans, comme on l'a fait avec les Rohingyas il y a quelques années, comme on l'a toujours fait avec la Palestine ou avec d'autres pays en souffrance, d'autres terres et d'autres peuples en souffrance. C'est vrai, comme le dit Hossein Ziourzan, c'est que là, il n'y a pas d'image pour les Ouïghours, ou pratiquement pas d'image. C'est là peut-être toute la complexité aussi du combat que vous menez pour aider cette population, parce que pas d'image, pas de sensibilisation et part vite à l'oubli, quoi. Ouais, on a quelques images quand même, comme pour les Rohingyas à l'époque, et les Rohingyas ont mis un certain temps, la cause Rohingya a mis un certain temps à être médiatisée. Ça fait quelques années que c'était déjà le cas avant que les gens commencent à se bouger. Ce mouvement des gens et des militants et autres ont fait que les médias mainstream ont commencé à en parler, mais ça a mis du temps. Et je pense que il faudrait qu'on active la même démarche pour les Ouïghours, justement, commencer, comme le disait à très juste titre Hossein, à conscientiser, et puis le travail qu'a fait Yasser et d'autres aussi, à le partager pour que les gens, pour que ça rentre en fait, pour que ça rentre et que les gens commencent à se mobiliser et qu'au final, les médias mainstream s'en emparent aussi. Petite conclusion, chère madame, avant de vous libérer, en vous remerciant encore une fois d'être venue ce soir nous parler des Ouïghours, parce qu'il faut qu'on en parle, et aussi à France Maghreb 2, et en particulier dans le Grand Forum. On ne met aucun combat de côté. Chaque injustice dans le monde nous concerne. Donc, évidemment, les Ouïghours nous concernent plus que jamais. Petite conclusion, peut-être un appel collectif que vous souhaiteriez lancer, profiter de notre antenne et notre visibilité, notre audimat. Merci de m'avoir invité déjà. Et ensuite, effectivement, moi, je rejoins ce que dit Hossein. Moi, personnellement, je n'attends rien des gouvernements, ni français, ni autres, ni musulmans. Simplement, en fait, si j'ai fait cet appel l'année dernière, enfin, cette tribune, en accusant le mort des musulmans, c'est parce que, la Chine justifie ces camps de concentration parce que nous sommes musulmans. Au nom de la religion qu'elle justifie. Au nom de lutte anti-terrorisme, anti-extrémisme. Ensuite, aussi, en fait, les pays musulmans, les gouvernements musulmans, ils aiment bien se montrer comme protecteurs du monde musulman, protecteurs des musulmans. C'est pourquoi nous avons de rage contre ces gouvernements musulmans qui se montrent comme protecteurs. Dans ce cas-là, autant dire la vérité qu'ils ne sont pas musulmans, leur Dieu n'est pas Allah, mais que leur Dieu, c'est l'argent. Là, on n'aura rien à leur reprocher. Ensuite, c'est pourquoi en fait, je crois au pouvoir des populations normales et des populations ordinaires comme moi et vous. C'est-à-dire en fait, faites pression. Je fais un appel ici. Effectivement, vous venez de dire il n'y a pas d'image. Pourquoi il n'y a pas d'image? Parce que jusqu'à présent, aucune célébrité, aucun grand nom n'a voulu prendre la défense des Ouïghours. Pourquoi? En face, d'une part, c'est la Chine. La Chine, voilà, c'est leur avenir des célébrités, des grands noms, c'est la Chine, parce que, enfin, que ce soit dans le monde artistique ou financier ou autre. Ensuite, deuxièmement, pour les célébrités non musulmanes, c'est un peu plus musulman. Pourquoi les défendre? Ça ne donne pas envie. Voilà, on est victime de ces deux côtés-là. C'est pourquoi, en fait, j'appelle à tous les musulmans ou pas, tout être humain qui ont un peu de l'âme humaine, d'interpeller les célébrités, de faire, de les pousser, de leur demander d'être la voix. De les sensibiliser.
de les sensibiliser, d'être la voix de ce peuple pour qui personne ne veut prendre la parole. Ouais. Personne ne veut défendre contre l'injustice. Nous sommes en 2020, 3 millions, minimum 3 millions de personnes ouïghours, en raison de leur appartenance religieuse et ethnique, ils sont dans des camps de concentration. Après les Juifs, ce sont les deuxièmes populations que nous sommes en train de vivre avec une indifférence incroyable. Merci, votre appel est poignant en tout cas, et j'espère qu'il sera entendu. Merci d'avoir exposé et répondu à nos questions en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt et bon courage. On vous rappellera évidemment dès que la situation nous le permettra, et dans nos studios, beaucoup plus sympathiquement, on pourra passer comme ça, j'allais dire, dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, on tenait à vous recevoir, c'était important. Merci beaucoup. Et Sarah Tolok, merci beaucoup. Bon, bah oui, situation difficile, les amis. Faut qu'on en parle parce que c'est vrai que si France Maghreb 2, si le Grand Forum n'en parle pas, faut pas attendre sur les autres pour en parler. Donc, on a aussi ce devoir, les amis. On doit parler des choses qui sont pas forcément très médiatisées. Alors, je sais, oui, on est formaté, hein, on est formaté au PFM TV et CNews, et dès lors qu'on parle d'un sujet qu'on voit pas souvent à la télé ou qu'on ne parle pas beaucoup, bah, pas beaucoup de monde s'y intéresse. Et on est un peu coupable aussi de tout ça. Je suis désolé, Céline, on est coupable nous aussi. Bien sûr qu'on est coupable, de la même manière que quand on va faire des courses, pour certains d'entre nous, quand on regarde la provenance des produits, quand on va acheter des dates et qu'on dit on va pas acheter tu peux des dates, juste me laisser ouvrir une petite parenthèse parce que ça me rappelle un truc. Je suis allé dans une boucherie à Corbeil. Je ne donnerai pas l'adresse. Une boucherie à Corbeil. Très grande boucherie qui vend de la super viande, des fruits et des légumes. Tu sais, tu penses pas à regarder la provenance. Tu te dis, t'es chez un Marocain, tout va bien, ça se passe bien, quoi. Je regarde la provenance des oranges. Sur des dates israéliennes, c'est ça? Non, des oranges israéliennes. Ouais, bah oui. Mais de la même manière. Tomber sur la tête, les mecs. Non, mais quand tu vas dans des pseudo épiceries ou magasins de la communauté et que tes feuilles de briques sont toutes imprimées BDP, voilà, K et BDP, voilà. Donc à un moment donné, il faut que chacun d'entre nous, individuellement parlant, on se prenne le temps. Est-ce que vous regardez des produits? Est-ce que vous regardez la provenance des produits? C'est la même chose pour la Chine, en fait. C'est surtout ça, parce que là, on parlait des Ouïghours. On est capable de regarder d'où proviennent certaines choses pour essayer de défendre nos frères et sœurs palestiniens. Et ben, il faut qu'on soit capable aussi de taper au portefeuille, c'est ce qu'on dit à chaque fois, et de dire, bah voilà, plutôt que, mais je m'inclus dans ce que je dis, plutôt que d'acheter telle ou telle chose, de regarder la provenance des produits. Et je suis le premier à commander sur Amazon, hein, très honnêtement. Ah oui, faut être très honnête. Dites-nous d'ailleurs sur Facebook, sur en live, la France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, dites-nous si vous regardez la provenance des produits, vraiment très honnêtement. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous essayez de faire un espèce de boycott politique, voilà, au travers de vos actions? Dites-nous. Moi, j'ai envie de savoir. Ossine, tu nous entends? Ossine Ras? Il est où, Ossine? Je vous entends. Voilà, merci mon Ossine. Tu avais coupé ton micro. Bien, voilà. Ça va mieux, là, on dirait. Ça va mieux. Tu as trouvé ta place. Ouais, c'est pas moi qui ai coupé le micro. Bon, alors dis-moi, est-ce que toi, tu es de ceux qui regardaient la provenance des produits que tu achètes? À moi, toujours. Moi, je regarde les ingrédients, la provenance, je regarde la date, la DNO, je regarde tout. Pour rejoindre Céline, ce qu'elle disait, il y a un gros souci en France, c'est que nous, vraiment, la population musulmane, elle peut pas faire attention à 100%. Nous, on milite, on a une conscience, on y arrive. Il y a quelques années, d'ailleurs, j'ai commencé quelques années dans le militantisme, justement, par manifester devant une célèbre usine de feuilles de briques qui s'appelle JR, et qui, en vérité, finançait l'armée israélienne et beaucoup financé Israël, quoi, carrément. Et on avait reconnu comment, c'est justement parce qu'il y a un petit Simca. Alors faites attention sur certains produits. Il y a un Simca qui voudrait dire cachère, entre guillemets. Mais en réalité, non, c'est justement un logo qui leur permettait de prouver comme quoi ils finançaient ce qui se passait là-bas. Et donc, nous, on est parti manifester. Cette usine, je ne sais pas si elle existe toujours, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à recommencer l'opération. Elle était à Villers-le-Bel, Gonesse, dans la zone industrielle de Gonesse. Et donc, on avait tous manifesté devant pour demander justement, pour les chasser justement de cette usine, leur demander d'arrêter. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait payé beaucoup de conscience à l'époque et que beaucoup de monde ont changé de feuille de brique. Il faut savoir que JR, à l'époque, était la première marque en France
en feuilles de briques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se sont libérées. Et moi, je vous conseille même de privilégier les produits artisanaux parce qu'il y a beaucoup de mamans qui font des feuilles de briques chez eux et qui les vendent. Donc, profitez-en. Sinon, oui, moi, je regarde tout. Tu regardes tout, tu fais gaffe. Et t'as raison. Yasser, il est où? Il est là, mais on l'entend pas. Ah ouais, il y a des gros problèmes de mon Yasser. Est-ce que, Céline, tu connais Sabrina Bouzekine? Ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est quelle ville? Alors, je ne sais pas c'est quelle ville, mais apparemment, elle serait candidate à l'élection de 2022. Elle aurait parlé de ça aujourd'hui. Une certaine Sabrina Bouzekine, c'est notre amie Adama Traoré qui vient de m'envoyer ça. Donc, on va regarder ça de plus près. Ah, il y en a déjà qui se projettent en 2022, dites donc. Bon, très bien. 17h18. Mon Philippe, est-ce que ça regarde la provenance des produits que ça consomme d'après nos retours sur Internet, sur Facebook, là, France Maghreb 2, au Christophe Le Grand Forum, ou pas du tout? Oui, une grande majorité regarde la provenance des produits. Bon, très bien. Mais j'en appelle vraiment aux commerçants de la communauté, les boucheries, les petits commerçants. Mais s'il vous plaît, mais soyons pas la chouma de la communauté, soyez pas la honte, mais n'osez pas vendre des produits qui vont davantage humilier les Palestiniens. Mais vous avez l'argent, je sais qu'il n'a pas d'odeur, mais au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Vous pouvez pas faire Ramadan et faire des conneries pareilles. Au bout d'un moment, vous avez plus de crédibilité, quoi. Je veux dire, moi, je veux dire, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et ben, la première fois, c'était à propos des dates. Des belles dates qu'on voyait comme ça c'est au niveau de la caisse, Céline, ça t'arrive, hein, ça te donne envie, tu vois. Et tu lui demandes comme ça, sans avoir une quelconque intention de la réponse, mais elles viennent d'où, tu sais, tu penses qu'elle va te dire d'Arabie Saoudite, non, elles viennent d'Israël. Pardon? Bah oui, pourquoi? C'est quoi le problème? Bah, le problème, madame, c'est que vous ne me reverrez plus jamais. Et vous n'avez pas la naissance d'une honte de vendre de tels produits. Parce que ceux qui vont acheter, qui vous achètent vos produits aujourd'hui, vous font confiance et sont loin d'imaginer que ce que vous vendez, c'est des produits israéliens. La majorité de vos clients défendent un peuple qui s'appelle la Palestine. Donc, franchement, j'ai trouvé ça d'une extrême. C'était terrible. Et puis là, donc, ce qui s'est passé avec ces fameuses oranges, je me suis dit à la limite, là, c'est moins grave parce que là, c'est affiché. Tu vois, celui qui veut pas. Voilà. Mais là, le problème, c'est que l'autre, elle l'avait pas affiché, tu vois, les dates. C'était les grosses dates, des belles dates. Tu lui demandes, ça vient d'où? Et elle te répond. Oui, Yasser. Elle te répond le plus naturellement du monde que c'est Israël. Bref, oui, Yasser, on t'entend. Oui. Oui, en fait, là, il y a Céline qui avait parlé sur le boycott et justement sur la difficulté à mobiliser. C'est vrai que les commerçants ont vraiment une responsabilité directe. Et comme disait aussi, on voit bien que quand ça se mobilise sur une marque, forcément, elles finissent par en payer les conséquences. On ne peut pas constamment... Alors, bouge pas, Yasser, je te coupe parce que je suis obligé de rendre l'antenne. Il y avait plusieurs marques. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Vous m'entendez ou pas? Non, mon Yasser, on t'entend, mais on a été obligé de rendre l'antenne parce en fait, c'est que France Maghreb 2. Ouais. Lorsque le régime chinois montre sa fébrilité et son agressivité dès qu'on parle de boycotter les marques phares du régime, à savoir ou encore le nouveau Xiaomi ou Alibaba, et que le gouvernement chinois répond de manière la plus agressive qui soit, dans ce cas-là, il faut se dire, c'est la marche à suivre. On vit quand même dans une société où on a le choix. On n'est pas dans une société où il y a un monopole sur tout. Donc oui, bien sûr, laissez moins cher sur Alibaba, mais il y a des plateformes de vente alternatives. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller chez Amazon, on sait ce qu'ils font en termes de pratiques antisociales, mais au moins on est responsable de où est-ce qu'on met son fric. Et on ne peut pas financer le génocide des Ouïghours ou acheter des marques de textiles quand on sait que ces marques-là ont été fabriquées par des gens qui sont dans des camps de travail. Ça veut dire que c'est des camps de concentration où les gens sont forcés à travailler. C'est de l'esclavagisme des temps modernes. Et concernant celles et ceux qu'on appelle les musulmans, à un moment, est-ce que la religion passe avant ou après les intérêts économiques? Qu'est-ce qui vaut mieux? Acheter une marque de vêtements un peu plus chère ou pas du tout, ou bien dépenser son argent et financer justement l'asservissement des populations ouïghours? Alors, quant aux pays musulmans,
Là, sincèrement, on revient encore à la question du lien avec les pays d'origine. Quand je parle de rompre les liens avec les pays d'origine, ça veut dire rompre les liens avec les régimes qui dirigent ces pays. Ça veut dire rompre les liens avec le gouvernement marocain, algérien, tunisien, etc. Mais de développer des solidarités avec les populations sur place. Parce que quand on voit que beaucoup de pays arabes et musulmans ont soutenu une lettre de soutien au régime chinois, que l'Arabie saoudite a dit que Xi Jinping avait le droit, au nom de la lutte contre le terrorisme, de faire ce qu'il est en train de faire contre les populations ouïghours, la responsabilité, elle devient individuelle. Est-ce que je vais cautionner ce que le gouvernement de mon pays d'origine fait par simple sectarisme nationaliste, ou bien je vais dire non, je ne peux pas cautionner. Donc oui, on a une responsabilité directe. Si on ne peut pas envoyer son argent là-bas directement au Turkestan oriental, on ne le donne pas pour autant au régime chinois via ses marques phares, comme je le disais. Je le rappelle, Huawei, Xiaomi, Lenovo et Alibaba. Et bien sûr, tout ce qui est Made in China, on lui préfère autre chose. Ouais, ça va être compliqué, les amis, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'on parle de la responsabilité des commerçants, mais on a tous aussi, en tant que consommateurs, une responsabilité individuelle et il ne faut pas s'en dédouaner. Ouais. En parlant de consommation. Oui, aussi. En parlant de consommation, justement, moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui sur les Ouïghours et je pense que beaucoup de nos auditeurs aussi, comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est le manque d'informations. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas d'image. Oui, mais il n'y a pas d'autres infos non plus. C'est-à-dire même une information écrite sur les Ouïghours, elles sont très rares. Elles sont dédiées à des personnes déjà conscientisées ou concernées par la chose. Avec la vidéo de Yasser, on en apprend beaucoup. Et aujourd'hui, dans l'émission, grâce à Madame et à tous les chroniqueurs, on en apprend encore beaucoup. Moi-même, d'ailleurs, j'ai appris beaucoup sur les Ouïghours, ce que je ne savais pas. Et la première fois où j'en ai vraiment entendu parler, et je conseille à tout le monde de le faire, comme a parlé la dame, comme elle disait par rapport à la diaspora, je vous invite à aller sur Paris. Il y a plusieurs restaurants Ouïghours qui sont exceptionnels, où c'est super bon. Ah ouais. Comme on parle de boycott, tant qu'à faire, ceux qui aiment bien manger asiatique, préférez peut-être une nouvelle cuisine, une cuisine qui est plus orientalisée, etc., qui est originale. Et en plus, vous pouvez parler avec les serveurs, avec le patron, qui sont très, très, très concernés par le sujet et qui en parlent vraiment avec le cœur. C'était la première fois, la seule fois dont j'en ai entendu parler pour de vrai. Et là, pour le coup, c'est des personnes qui sont concernées. Donc, du coup, dans le 18e et 17, 19e, vous allez trouver beaucoup de restaurants ouïghours. N'hésitez pas à faire des recherches et c'est excellent. Voilà, très bien. Merci pour le bon plan aussi. Aussi, il est son ventre. Hein. Bah oui, non, mais il a raison. Il a raison. Non, mais voilà, il t'a répondu, Yasser. Ouais, boycotter cette ceci, cela. Lui, il te dit, bah regardez, il y a des restaurants qui sont tenus par des Ouïghours qui vont te faire découvrir qui plus est une cuisine que vous ne connaissez pas, qui mélange les saveurs de l'asiatique et de l'oriental. C'est magnifique. Voilà, bravo, merci aussi en tout cas pour ce super conseil. J'ai hâte d'y aller. Alors, tiens, justement, Christophe et son ventre pour finir cette émission, comme tous les soirs. Que mange-t-on chez toi, mon cher ami Youssine, ce soir? Et en général, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Quel genre de ftour? Chez moi? Alors, oui, chez toi, Youssine. C'est tous les soirs. Nous, c'est tous les soirs, c'est pareil. C'est normal, je suis là-bas, donc nous, c'est Shorba Bourek. Ouais. Shorba Bourek. Tous les soirs. D'accord. Il y a autre chose? C'était le premier round. En moins léger. Et après, t'as vu, comme je fais beaucoup de sport, à ce moment, je mange beaucoup la nuit. Oh, sucré, salé, j'enchaîne. Je fais beaucoup de sport, ouais. On dirait Nasser qui parle. Non, moi franchement, j'ai eu Faustine la semaine dernière et il revenait d'avoir fait du sport et d'un jogging. Donc, voilà. Mais arrête, on va t'y mettre toi aussi, arrête. C'est pas du tout, non. Oh là là, ça y est. Ton poteau, il se fait attaquer direct. Oh là là. Donc, le sportif aussi, la shorba, les bourrecs. Non, aussi, et après le sport, sport, évidemment, on se reconsole un petit peu. T'en rajoutes un peu? Ah oui, à fond. Hein? À fond. Sucré, salé, j'enchaîne. Ouais, voilà. 4 yaourts, un plat. Ah oui, voilà. Faut moi ça. Bon, toi, Yasser Louati, là, qui n'a pas l'air d'être convaincu par les sportifs de nos chroniqueurs. Yasser, toi, c'est toujours sans viande, toujours allégé, toujours. Yasser, t'as entendu les questions de Christophe? Non, il n'a pas entendu, je crois. Ouais, il a fait exprès de pas l'entendre, celle-là. Le repas ce soir, toujours allégé, toujours sans viande? Non, toujours, parce que bon, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, on mange rapidement. Franchement, maintenant, c'est une shorba pour rompre, et puis après une salade,
Et un plat légèrement consistant, ça peut être voilà, un peu de riz, ou voilà, mais vraiment, je déconseille. En fait, quand on se met à s'empiffrer après la rupture, c'est qu'on a, en fait, même spirituellement, c'est pas bon. En fait, on perd sa journée. Donc, on a appris à s'astreindre. Ben, on mange avec modération le soir, et ça permet d'avoir des activités dans la soirée, voilà, sans pour autant s'écrouler sur son canapé dans la télé, quoi. Merci, chérie Yasser Louati. Céline, c'est quoi ce soir à la maison? Bah, rien d'original. Je dirais juste avant de prendre l'émission, j'ai fait le shorba. Après, on fera quelques briques et puis il y aura de la pastèque. Et puis ce sera, voilà. Shorba, briques et pastèque. Ouais. La vérité, vraiment. Hein? T'as dit quoi? Dis la vérité, dis-nous tout ce que tu manges. Arrête de mentir. Dis-nous tout ce que tu manges, arrête de mentir. Non, la vérité, c'est que j'ai rien fait. Après ma chantage, j'ai rien fait. J'ai la flemme, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai rien fait. C'est vrai, c'est répétitif. Bon, Philippe, il doit rigoler en nous écoutant. Ah non, il y a un grésillement horrible. Oui, je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est Ossine. Ça vient chez Ossine, j'arrête pas de lui couper le micro, il le remet. Ossine, t'as un problème avec ton téléphone, pour régler ça, il faut que tu reviennes la semaine prochaine avec un meilleur téléphone. Tu vas chourab celui de ton frère, ou je sais pas, tu vois. Mais si, regarde, Ossine, je coupe ton micro, et ça y est, on n'a plus du tout ce problème. Regarde, remets son micro. Je le remets. Ouais. Et non, ce qui se passe, c'est que Ossine n'a pas de casque, et c'est notre retour de son qu'on entend en grésillement, et ça arrache les oreilles. Voilà. Bon, en tout cas, on y est arrivé. Merci beaucoup, en tout cas, Ossine, Yasser et Céline Sarhaf Tolkom, les amis, pour ce soir. On est presque à la moitié, là. Demain, c'est la moitié du Ramadan. Ça y est, demain. Attention, demain, c'est journée. Oui, demain, alors là, demain, les amis, c'est le 8 mai. 8 mai, c'est l'armistice de la guerre. J'allais dire une connerie, là. J'allais faire ma Nabila, là. 39-45. Eh bien, il y a un autre 8 mai. Le massacre en Algérie, le 8 mai 1945. On en parlera demain, les amis. Voilà, ce sont des sujets que, évidemment, les autres médias ne parleront pas. Eh bien, France Maghreb 2 et le Grand Forum parleront demain avec notre invité. C'est bon, il vient, notre ami Kaki? Oui, mais ça sera par téléphone. Parce que... Oui, c'est par téléphone. Ouais, par téléphone, parce que quasiment impossible de faire la connexion en streaming. D'accord, voilà. Bah, il y a des gens avec qui c'est pas possible. Si tu as un ordinateur, bon aussi, la prochaine fois, ça sera peut-être bien d'essayer aussi avec le portable. L'ordinateur portable. Mais non, mais oui. Philippe, il va rigoler, mais regarde, là, c'est la fin de l'émission, et là, je crois qu'on n'entend plus rien. Ça va, là, il n'y a plus de grésillement. Il n'y a plus de grésillement, là, ça va? Quasiment plus, ouais. Quasiment plus. Voilà. Bon, j'essaierai pour la prochaine fois, promis. Voilà. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave, en tout cas. Merci beaucoup, mon Ossine. Ça rafte les frère. Ça rafte le pour Yasser. Ça fait plaisir. Comme à tous. Merci à tous. Salut Yasser. Ça rafte le. T'as vu, lui aussi, ça bug. Yasser, vérifie ta connexion pour la prochaine fois, toi aussi. C'est pas que tu vas embrouiller en direct sur des réseaux. Toi aussi, tu fais attention à ta connexion. S'il te plaît. Voilà. Va faire du sport, Yasser, après, ça te fera du bien. Je suis seul à me faire embrouiller alors que toi aussi ça bug. Pourquoi c'est pas d'argent ou quoi? C'est pas payé. Va faire du sport. Ah, j'entends plus rien, ça y est. Allez. Va faire du sport, mon vieux. Céline, elle, ça marche très bien, elle a une bonne connexion. Dans le 9.4, ça marche bien. Ouais, moi, j'ai rien à dire. Pourtant, j'ai pas la fibre, hein. Mais là, ça va. Bah, bon, en tout cas, elle est rayonnante, Céline. Non, pourtant, je suis avec la fibre. Moi, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ouais, bah, reste tomber la fibre. Hein. Faut pas dire chez quel opérateur, hein, qu'on conseille pas celui-là. Merci, mon Yasser. Bonne soirée. Sarah Tolek. Merci, Céline. Sarah Tolek. Merci, mon Philippe. Rendez-vous demain. Demain, je sais pas qui aura. Je crois qu'il y aura Thème Savani et Razik Meti, je crois. On va parler du 8 mai 45 en Algérie, les amis. Sarah Tolkom. Salut. Et surtout, restez chez vous. C'est encore pas déconfiné, hein. On reste tranquille. À demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux